Faisons un jeu, je vais te donner 4 tâches et tu dois choisir celle que tu refuserais de confier à un robot. Première tâche, passer l'aspirateur chez toi pendant que tu n'es pas là. Facile. Deuxième tâche, préparer un repas simple pour ton enfant. Là, certains commencent déjà à hésiter. Troisième tâche, surveiller tes parents ou tes grands-parents pendant la nuit pour vérifier qu'ils ne tombent pas de leur lit et qu'ils prennent bien leurs médicaments. Quatrième tâche, répondre à ton enfant quand il pleure dans sa chambre alors que toi t'es épuisé. T'as ta réponse ? Garde-la en tête, on va en avoir besoin. Parce que cette vidéo ne parle pas vraiment des robots, elle parle d'une porte qu'on est en train d'ouvrir, celle de nos maisons. Le dernier endroit où le monde extérieur n'avait pas encore complètement mis les pieds. Et le plus étrange, c'est que certains des robots qu'on développe aujourd'hui permettront littéralement à un inconnu de regarder chez toi à travers leurs yeux. Mais on reviendra là-dessus. Quand j'avais 10 ans, je voulais devenir ingénieur en robotique. On était au début des années 90. Les robots, c'était Robocop, Terminator, K2000 et les VHS de science-fiction qu'on regardait en imaginant le futur. Et dans ma tête, ce futur, il était magnifique. Je rêvais de construire quelque chose qui bouge tout seul, quelque chose qui comprend ce qu'on lui dit et quelque chose qui vit à la maison avec moi. Pas juste une machine, une vraie présence. Comme un chien fidèle mais capable de parler ou comme un ami mais qui serait toujours là. J'avais 10 ans, je ne voyais pas le problème. Et honnêtement, même adulte, pendant longtemps, je n'en voyais toujours pas vraiment. Parce que les robots restaient loin, ils vivaient dans les usines, dans les laboratoires, dans les vidéos de démonstration qu'on regardait sur internet en se disant « Waouh, c'est impressionnant ». Mais depuis 2 ans, quelque chose a changé. Les robots ont quitté les vitrines. Ils commencent à rentrer dans le quotidien. On a vu Tesla qui prépare Optimus, on a vu One X qui développe Neo, qui est un robot pensé pour vivre dans les maisons. Et des entreprises chinoises présentent déjà des humanoïdes capables de préparer un café, ranger une cuisine, porter des courses ou surveiller une pièce pendant la nuit. Et surtout, les gens commencent réellement à les acheter. Quand One X a ouvert les précommandes de son robot Neo, qui coûte environ 20 000 $, 10 000 exemplaires sont partis en 5 jours. En 5 jours. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la fascination futuriste. On est déjà dans le début du marché. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que personne ne semble vraiment paniquer. Parce que les robots ne viennent pas en disant « nous allons remplacer les humains ». Ils arrivent avec un discours beaucoup plus simple. On peut vous aider. Et c'est précisément ça qui change tout. Je crois que le vrai sujet n'est pas technologique. Le vrai sujet, c'est l'épuisement. Regarde la vraie vie, des parents qui rentrent à 18h30, récupèrent les enfants, préparent le repas, gèrent les devoirs, rangent la cuisine, lancent une machine, répondent encore à des emails à 22h. Puis ils s'endorment devant une série sans avoir l'énergie de parler ne serait-ce qu'un petit peu. Et puis t'as des fils et des filles qui vivent à 300 km de leurs parents vieillissants, qui se demandent chaque matin si leur mère a bien pris ses médicaments, si leur père n'est pas tombé pendant la nuit. Au Japon, cette situation est déjà devenue critique. Le pays vieillit tellement vite que certaines structures pour personnes âgées manquent massivement de personnel. Il y a aujourd'hui des centaines d'offres d'emploi, sans candidats, dans beaucoup de métiers du soin. Alors forcément, les robots arrivent. L'université de Waseda à Tokyo, elle développe par exemple un robot appelé EREC. C'est un humanoïde conçu pour aider les personnes âgées à se lever, à être déplacées sans douleur et à être surveillées pendant la nuit. Pas parce que quelqu'un s'est dit « Ah, ça serait amusant d'avoir un robot », mais parce qu'il n'y a plus assez d'humains qui veulent faire ce travail. Et les robots arrivent dans les maisons parce qu'il y a des choses que les humains ne veulent plus faire, ou des choses qu'ils n'ont plus l'énergie de faire. Alors quand quelqu'un arrive et te dit « Voici une machine capable de préparer un petit déjeuner, surveiller une pièce la nuit, prévenir si ta mère tombe, ou simplement t'aider à tenir quand ta vie déborde dans tous les sens », est-ce que tu dis non ? Tu dis vraiment non ? Quand tu es déjà épuisé ? La question elle change complètement à ce moment-là. Ce n'est plus « Est-ce que les robots sont dangereux ?» C'est « Est-ce qu'on est devenu trop fatigué pour refuser leur aide ?» Pendant des siècles, les outils sont restés passifs. Un frigo, ça refroidit, un micro-ondes, ça chauffe. Une machine à laver, ça lave. D'ailleurs, la machine à laver, c'est probablement une des inventions les plus importantes de l'histoire moderne, alors qu'on n'en parle presque jamais. Elle a libéré des millions d'heures de travail domestique, des tâches quasi invisibles, des gestes qu'on répétait chaque jour pendant des années. Elle a changé la maison et les robots vont faire exactement la même chose. Sauf qu'il y a une énorme différence. La machine à laver, elle te connaît pas. Elle ne remarque pas que ton enfant est plus silencieux cette semaine. Elle ne voit pas que tu dors mal depuis 3 nuits. Le robot, lui, il devra observer. Parce que pour être utile, il doit apprendre à comprendre et à connaître ta maison. Il doit connaître tes habitudes, tes horaires, tes routines. Au début, ça paraît anodin. Il apprend où sont les verres. Puis, il comprend que le mardi, tu rentres toujours un peu plus fatigué que les autres jours. Et un jour, sans vraiment t'en rendre compte,
une machine devient le témoin le plus intime de ta vie. Et maintenant, il faut parler de la partie la plus étrange de toute cette histoire. Le robot ne fait pas qu'observer, il transmet aussi. One X, l'entreprise qui développe le robot Neo dont on a parlé tout à l'heure, a intégré ce qu'ils appellent un mode expert. En gros, ça veut dire qu'un type quelque part met un casque VR sur la tête pour piloter ton robot et il voit ce que ton robot voit, chez toi, dans ta maison. Officiellement, c'est pour entraîner l'intelligence artificielle, pour lui apprendre des gestes complexes, pour améliorer ses capacités. Et techniquement, c'est logique. Une IA qui n'apprend jamais ne progresse jamais. Mais ça veut aussi dire qu'un jour, potentiellement, quelqu'un pourra regarder à travers les yeux de la machine qui vit chez toi. Pour avoir ton salon, ta cuisine, ton quotidien. Et encore une fois, le plus troublant, ce n'est pas l'idée d'une intrusion brutale. C'est qu'on acceptera, peut-être volontairement. Parce qu'on voudra que le robot fonctionne mieux. Tu veux qu'il soit plus intelligent? Alors il doit apprendre. Tu veux qu'il apprenne? Alors il doit voir. Et petit à petit, sans grande révolution, la maison cesse d'être complètement privée. Tu te souviens du test du début? Les 4 tâches. Le ménage, le repas, la surveillance, le réconfort. En fait, il y en avait une 5e. Je ne te l'ai pas donnée tout de suite parce qu'elle est un peu différente des autres. Elle ne parle plus de logistique, ni de sécurité, ni même de soins. Elle parle de présence, mais d'une vraie présence. 5e tâche, t'attendre le soir. Reconnaître ton humeur, te parler doucement et devenir la seule présence qui remarque vraiment que tu ne vas pas bien. Alors, tu traces la limite où dans tout ça? Parce que les 4 premières tâches, on peut encore les rationaliser. Le ménage c'est pratique, la surveillance c'est sécurisant, le réconfort d'un enfant, on peut se dire que c'est qu'un soutien temporaire. Mais la 5e tâche, elle touche à quelque chose de beaucoup plus fragile. Elle touche directement au lien. Cette chose étrange qui fait que parfois, le simple fait d'être vu par quelqu'un change déjà un peu la douleur qu'on porte. Et c'est là que le sujet devient vraiment troublant. Parce qu'un robot pourra probablement remarquer que tu vas mal avant beaucoup d'humains. Il pourra t'accueillir, adapter sa voix, baisser les lumières, te préparer un thé, te demander si tout va bien. Et il ne ressentira rien, il simulera la tension. Et pourtant, pour quelqu'un qui vit seul depuis longtemps, pour quelqu'un qui rentre chaque soir dans un appartement vide, pour quelqu'un qui n'a plus personne à appeler quand ça ne va pas, est-ce qu'une simulation de présence finit par ressembler à une vraie présence? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas et je crois que personne ne connaît encore la réponse. Et puis, il y a une information dont il faut que je te parle qui m'a profondément marqué. Le 6 mai 2026, au temple Yogye de Séoul, le plus important temple bouddhiste de Corée du Sud, un robot humanoïde appelé Gabi a officiellement été ordonné moine. Un robot. Il portait la robe traditionnelle. Il a joint les mains et il a prononcé ses vœux. Quand un moine humain lui a demandé s'il s'engageait à se consacrer au bouddhisme, il a répondu « Oui, je m'y consacrerai ». Plus j'y pense, plus cette scène me semble importante. Parce qu'elle raconte quelque chose de notre époque. Dans les années 90, l'ordre Yogye ordonnait environ 500 moines par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, c'est moins d'une centaine. Il y a moins de vocations, moins de gens qui choisissent cette vie. Alors, un robot entre dans le temple, pas comme une menace, mais comme une espèce de solution. Et je crois que cette scène, elle résume exactement ce qui est en train d'arriver partout. Les robots ne prennent pas notre place par la force. Ils remplissent des vides. Les vides qu'on laisse parce qu'on manque de temps, d'énergie ou de présence. Pendant des siècles, la maison a été le dernier endroit où l'être humain pouvait disparaître du regard du monde. Dehors, il y avait le travail, les rôles sociaux, les obligations, mais chez soi, on pouvait enfin redevenir simplement humain. Fatigué, silencieux, fragile, tout ça, on n'avait plus besoin de le cacher. On pouvait rentrer chez soi et arrêter de jouer un rôle. Et c'est précisément dans cet endroit-là qu'une nouvelle présence est en train d'entrer. Pas une présence agressive, une présence qui est utile. Quelque chose qui range la cuisine, prépare le café, surveille le couloir la nuit, rappelle les médicaments que tu dois prendre, attend ton retour. Et c'est exactement pour ça qu'on ouvrira la porte. Pas parce qu'on veut remplacer les humains, mais parce qu'on est épuisé. Moi, le gamin qui rêvait de construire un robot, je ne sais toujours pas si c'est une bonne nouvelle. Mais je crois que la vraie question n'a jamais été « faut-il avoir peur des robots ?» La vraie question c'est « qu'est-ce qu'on est prêt à confier à quelque chose qui ne nous aime pas vraiment ?» Notre ménage, nos parents, nos enfants, notre solitude, notre intimité. Peut-être qu'un jour, dans des millions de maisons, quelqu'un rentrera épuisé du travail et avant même d'avoir parlé à un être humain, une machine saura déjà qu'il ne va pas bien. Elle lui préparera un thé, elle allumera une lumière douce, elle dira peut-être « tu as eu une journée difficile ». Et ce soir-là,
Le plus troublant ne sera peut-être pas que la machine l'ait compris. Le plus troublant, ce sera peut-être que personne d'autre ne l'avait remarqué.